Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une étude qui est intéressante, publiée dans un grand journal, un Biological Psychiatry, qui est intéressante et importante parce qu'elle se trouve à l'intersection de deux réseaux neuronaux importants qui sont impliqués chacun d'entre eux dans des troubles extrêmement fréquents en psychiatrie, les troubles les plus fréquents en psychiatrie et aussi en pédopsychiatrie. J'ai nommé à ma gauche le trouble anxieux et à ma droite le TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. Je vous rappelle que le premier trouble, le trouble le plus fréquent chez l'enfant et chez l'adulte, c'est le trouble anxieux, les troubles anxieux en général, avec plus d'une personne sur 10 qui souffre d'un authentique psychiatrique trouble anxieux, quelle que soit sa forme, souvent un trouble anxieux généralisé, mais pas que. Donc c'est juste gigantesque en fait, une personne sur 10, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable, c'est un des sujets majeurs de santé publique. Alors bon, tout le monde s'en moque, on sait, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin si, on sait pourquoi, on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, grâce à un petit éditorial qui avait été publié dans un très grand journal d'ailleurs, peu importe. Donc, le trouble anxieux, donc à ma gauche, un gros candidat, sérieux, avec un punch très important, très mobile sur ses jambes, voilà. Et à ma droite, encore plus mobile sur ses jambes, le TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, qui est le deuxième trouble le plus fréquent chez l'enfant. Voilà, entre 5 et 10% des enfants, on va dire 5 pour faire plaisir à certains, c'est juste gigantesque. 5%, c'est considérable. Et ces deux troubles, finalement, en plus, on le sait, coexistent fréquemment. Quand on a un TDAH, on a souvent un trouble anxieux associé, d'une part. Deuxièmement, on sait que ces deux troubles s'influencent négativement, c'est-à-dire que l'anxiété majeure le TDAH et le TDAH majeure l'anxiété. Et donc, c'est pas un petit sujet que celui d'aujourd'hui qui va s'intéresser à quoi ? Eh bien, aux interactions entre le stress chronique et les capacités de maintien attentionnel via notamment un des réseaux impliqués, qui est un réseau qui mobilise des neurotransmetteurs de type acétylcholine, qui est un réseau dont le noyau est très basal, on appelle ça le NBM, le noyau basal de Meinert, d'origine allemande, ce monsieur. Donc on va parler de choses très importantes. Alors, c'est quoi l'idée de cette étude ? Alors, je suis désolé pour les défenseurs des droits des animaux, et vous avez raison de crier. Et voilà, c'est un combat que je respecte tout à fait. Mais on va s'intéresser à des animaux, des souris, un modèle murin, où malheureusement ces souris vont subir des stress chroniques, notamment pendant 6 jours. Ils vont avoir un stress variable, c'est-à-dire qu'on va leur faire vivre des facteurs de stress de manière un petit peu aléatoire, un petit peu du coup très anxiogène, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, etc. Donc voilà, c'est être sensible, donc elles ressentent le stress, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise, sinon ça n'aurait pas d'intérêt pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc on va faire vivre à ces souris, ou pas d'ailleurs, ce stress chronique pendant 6 jours, et on va essayer de voir quel est l'impact de ce stress chronique sur leur développement cérébral, notamment dans cette zone-là, du cerveau dont je vous ai parlé tout à l'heure, le NBM, et sur la libération de l'acétylcholine par les neurones de cette zone du cerveau basal, et du coup l'impact que ça a sur les capacités attentionnelles. Parce qu'on sait que cette partie du cerveau et ce neurotransmetteur sont impliqués dans l'éveil, dans la capacité à être attentif, éveillé. Donc on va essayer cette équipe va essayer de se poser cette question-là, va mettre en place le protocole, et quels sont les résultats ? Alors, le premier résultat, c'est un résultat attendu, puisqu'on avait déjà une littérature très importante à ce sujet qui a quand même peu de chances de se voir être déjugée, tout est possible, mais enfin, ça commence à être très improbable, c'est que le stress, effectivement, ça a un impact sur les capacités attentionnelles. Ok, ça on le savait déjà. Qu'est-ce qu'apporte cette étude ? Finalement, ça revient à dire pourquoi on a fait souffrir des animaux. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire il n'y a jamais une bonne raison de faire souffrir un animal. Je respecte cet avis-là. Puis il y a des gens qui vont vous dire ça dépend. Alors, pour ceux qui sont dans l'idée de ça dépend, qu'est-ce qui justifie d'avoir fait cette étude et d'avoir fait souffrir des animaux ? Ce qui justifie pour vous, peut-être, cette souffrance animale, c'est que ça nous permet de comprendre au moins une partie
de pourquoi le stress crée des troubles attentionnels, eh bien, c'est que ce stress chronique va générer des modifications vraiment physiques, architecturales, dans ce noyau basal de Meinert, d'accord, qui est encore une fois un noyau qui est très, très bas. Je vous ai filé, tiens, il faut que j'utilise ça, je l'ai imprimé. Voilà. Dans le cerveau, bon, là c'est chez l'humain, la souris c'est pas la même chose, mais c'est quasiment au même endroit. Donc ici, vous avez ici ce noyau-là qui envoie ces axones un peu partout, donc qui est vraiment à la base du cerveau. Alors ici, là, ce que vous voyez, c'est une petite électrode de stimulation, parce qu'en fait, dans la maladie, dans certains troubles, notamment la maladie de Parkinson, on peut venir stimuler ce noyau pour améliorer un certain nombre de symptomatologies de la maladie de Parkinson. Enfin, ici, là, en psychiatrie, il n'est pas question de faire ça. Donc, voilà, pour vous dire où est-ce que c'est. Et donc, on se rend compte que le stress chronique va venir altérer finalement l'évolution, l'épanouissement de ce réseau-là, et que l'altération de ce réseau-là va avoir aussi des conséquences sur le plan de la libération des neurotransmetteurs. Et que cette conséquence, qui est une modification de la libération des neurotransmetteurs, eh bien, va avoir une conséquence sur les capacités attentionnelles. Voilà, donc, ce qu'on retient de cette étude, c'est pas que le stress chronique crée des troubles attentionnels, ça on le savait déjà, c'est comment au moins une partie de ces troubles attentionnels peuvent s'expliquer via ce noyau basal et cette libération d'acétylcholine. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé et pas trop choqué pour les âmes les plus sensibles, sinon je m'en excuse, mais enfin il va falloir vous désabonner, enfin vraiment falloir penser à vous désabonner de cette chaîne, parce que malheureusement on parle souvent de ça. Donc si vous êtes vraiment sensible, vous avez le droit de vous désabonner en disant moi j'ai pas envie d'entendre ça, et c'est tout à fait légitime et ça me choque pas du tout. Voilà, c'est même une preuve de sensibilité. Alors faut pas qu'elle soit trop envahissante non plus évidemment, mais voilà. Mais sinon, si ça vous intéresse, plutôt abonnez-vous dans ce cas-là. Parce qu'il y en aura d'autres comme ça, il y en a eu déjà plein d'autres comme ça, donc ça serait que je le dis pas assez souvent. N'hésitez pas à aller regarder ce qui s'est passé avant sur la chaîne, parce que c'est pas parce que c'était il y a 1 mois, 1 an ou 2 ans que c'est faux aujourd'hui. C'est même peu probable, d'accord ? Donc allez regarder ce qui s'est passé avant, abonnez-vous pour voir ce qui va se passer après, mettez la petite cloche pour être sûr d'être prévenu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le partage, c'est ce qui nous permet le plus de faire grandir cette chaîne qui est associative, qui est à but non lucratif, on fait la pub pour rien et pour personne, on essaie de faire de la vulgarisation scientifique, de la pédagogie, de la psychopédagogie, parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen que tout le monde s'approprie ces sujets-là, et quand on s'approprie ces sujets-là, on en a moins peur, et quand on a moins peur, on se fait plus soigner, on va plus voir son docteur, ou un psychologue, ou je sais pas quoi, et comme ça, ça permet d'aller mieux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous avez vu qu'on fait beaucoup d'interviews en ce moment, parce que c'est important de laisser la parole à des gens experts, parce que moi, je ne suis pas expert, loin de là, je suis juste un petit psychiatre de campagne, je fais partie d'une association de patients et de familles de patients, qui essaie de transmettre via cette association ce qu'on peut transmettre, mais il y a des gens qui maîtrisent incroyablement bien leur sujet, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'interviews. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu là depuis quasiment 1 an qu'on ferait de plus en plus d'interviews. C'est ce qu'on essaie de faire, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement experts dans le domaine, et leur parole vaut beaucoup de poids, parce c'est une parole de quelqu'un qui connaît parfaitement ce sujet, et qui n'est pas juste quelqu'un comme moi qui lit des articles. C'est encore un autre niveau. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.